Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'agriculture algérienne, septentrionale du moins, a de tout temps été prospère, au point d'attirer sur elle des regards concupiscents et des invasions qui allaient lui valoir de subir le joug des siècles durant. Un pays de cocagne vaste, bien irrigué, fait de plaines, de hautes plaines, de piémonts fertiles, de steppes immenses, de rivages poissonneux. On dit de l'Algérie qu'elle fut le grenier à blé de Rome, qu'elle alimentait par ailleurs de grandes quantités d'huile d'olive. Et il suffit de rappeler que le prétexte qui provoqua sa colonisation, la colonisation de l'Algérie, par la France, fut une lourde ardoise en fourniture de blé, un pays que la France n'avait donc pas voulu honorer. Aujourd'hui, pourtant, l'agriculture algérienne est en bien triste état. Elle importe presque tout ce qu'elle consomme de produits agricoles et même ceux qui sont produits dans le pays ne le sont que dans des conditions très discutables. Les voisins immédiats de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, qui disposent de beaucoup moins de terres arables, produisent bien plus et importent bien moins de produits issus de l'agriculture. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus avec des invités qui sont de la partie, qui nous feront un état des lieux et qui tenteront de nous dire ce qu'il y a lieu d'entreprendre pour remédier à une situation particulièrement inquiétante. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de recevoir, pour en parler, Cécile Belgat, qui est avec nous ici sur le plateau, qui nous a rendu visite. Merci d'être venu pour nous, pour cette émission. Merci pour l'invitation. Merci. Cécile Belgat, vous êtes enseignant à l'université de Mostaganem, auteur de 3 ouvrages sur l'agronomie, essentiellement sur les sols et la gestion des steppes en Algérie. Nous avons aussi Aziz Mouatz. Aziz Mouatz, merci d'être avec nous. Aziz Mouatz. Oui. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'agronomie, journaliste et auteur. Farhat Aït-Ali est avec nous aussi, que nous allons retrouver dans un petit moment. Nous venons de le perdre. Farhat Aït-Ali, qui est expert financier, très actif sur le terrain. Et nous aurons aussi avec nous Sofiane Benagila. Merci d'être avec nous, Sofiane Benagila. Alors, vous êtes ingénieur agronome, chercheur, chargé d'études, éleveur, animateur de séances de perfectionnement pour ingénieurs débutants. Vous avez un parcours impressionnant que je ne pourrais pas dire en entier ici. Et donc, venons-en à l'état des lieux. Cécile Belgat, qu'en est-il de l'agriculture en Algérie aujourd'hui? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Et je vous en félicite pour l'ouverture justement du débat sur l'agriculture et le devenir de l'agriculture. Il fallait l'ouvrir, hein, ce débat. Il fallait l'ouvrir, justement. Ça urge. Oui, c'est un débat qui est crucial. Il y va de la souveraineté alimentaire, la souveraineté de notre pays. De la sécurité alimentaire, comme on dit, hein, très. Mais plus, moi, je préfère plutôt utiliser le terme de souveraineté. C'est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus. C'est fondamental. Ça suggère souveraineté, ça suggère de l'autosuffisance. Sécurité, ça suggère une dépendance. C'est-à-dire que la souveraineté alimentaire, c'est une résilience à quelque chose, c'est-à-dire une résistance demain avec les changements climatiques, avec tout le... C'est-à-dire que le pays est en mesure demain d'assurer le minimum de vital à ses citoyens, donc à ses concitoyens. C'est ça qui est fondamental et je crois que c'est la définition la plus que je trouve la plus pertinente et la plus juste pour parler justement des questions agraires et des questions agricoles. Et qu'en est-il justement, alors cette agriculture, moi je me rappelle d'une agriculture quand j'allais au marché par exemple, il y avait un peu de tout, il n'y avait pas de produits, comment on dit, des produits, comment on les appelle, des produits qui ne sont pas des bananes par exemple. Oui, importés. Importés, il y a un terme pour ça.
enfin, tous les trucs exotiques. exotiques. Et donc, mais il y avait des fruits et légumes à profusion, sains, sans produits chimiques. C'était de l'agriculture vivrière, mais qui réussissait à alimenter le marché. Vous me disiez tout à l'heure que c'est encore le cas. Oui, oui, c'est encore le cas. Et je crois qu'il faut rendre hommage et en même temps appuyer à la paysannerie, à la petite paysannerie, moyenne paysannerie algérienne, qui continue à alimenter le marché et à nous alimenter, à nous faire vivre. Et c'est grâce à cette paysannerie que je trouve pas assez aidée, pas assez par les pouvoirs, elle n'est pas soutenue par les pouvoirs publics, et elle est la colonne vertébrale de l'agriculture. Et je crois que si on Qui veut... est pourtant le parent pauvre de l'agriculture. Tout à fait, tout à fait. C'est des paysans, des petits paysans, des paysans qui détiennent à peu près, la taille c'est de 5 hectares, 10 hectares, au maximum c'est 50 hectares. Oui. Et la plupart du temps, ils travaillent très très bien, ils ont des techniques assez éprouvées qu'on peut, bon bien sûr, tout est à parfaire, hein. C'est possible avec les techniques, avec le savoir agronomique aujourd'hui. Il suffit de mettre à leur disposition tout ce savoir et les aider à mieux travailler leur sol. Donc voilà un peu cette... Est-ce qu'ils sont capables, ces gens-là, cette paysannerie, d'assurer un tant soit peu une certaine, comme vous le disiez, souveraineté alimentaire? Moi j'en suis convaincu. J'en suis convaincu que c'est seulement en s'appuyant sur cette paysannerie qu'on peut, disons, éloigner le spectre de la famine. Pas peut-être de la... Voilà, mais d'une dépendance, de la pénurie. D'une dépendance encore beaucoup plus accentuée, beaucoup plus accrue. Et je crois que, de mon point de vue, c'est essentiel. Il faut qu'on ait une politique agraire, une politique agricole, mais centrée sur d'abord la paysannerie, d'abord l'appui à la paysannerie. Et après, on verra. Bien sûr, c'est à côté. Il peut y avoir aussi une forme d'agriculture, pas le terme intensif, parce qu'il y a aussi un terme qu'on utilise en agronomie, écologiquement intensif. Oui. C'est-à-dire qu'on fait intervenir le savoir, on peut faire, mais dans des équilibres. C'est-à-dire ne pas déséquilibrer la nature. Pas de révolution verte. Voilà, c'est un écosystème. L'agriculture est un agrosystème, un écosystème extrêmement fragile. Très très fragile, il suffit de peu pour le déstabiliser et le perdre. À tel point qu'aujourd'hui, moi par exemple, là où le spectre, vraiment c'est là où j'attire un peu l'attention des citoyens et bien sûr des pouvoirs publics sur la perte de sol. Perte de sol. De 62 à aujourd'hui, nous avons perdu, ça c'est les chiffres du ministère de l'Agriculture, hein, 160 000 hectares. 160 000 hectares. Perdu, hein. Perdu. L'érosion et autres motifs. Avec l'érosion, bien sûr l'habitat, tout le... 160 000 hectares. 90. Jusqu'en 90. C'est-à-dire qu'on a des terres qui étaient cultivées et qui ne sont plus là. Qui étaient destinées à l'agriculture et des terres fertiles. Des terres fertiles, c'est-à-dire que c'est dans les plaines. Généralement, en Algérie, on construit là où il y a des sols agraires. Parce que ce n'est pas seulement l'érosion. C'est l'érosion et les constructions sur des terres, comme ça s'est passé dans la Mitidja, par exemple. Tout à fait. Toutes les plaines sont attaquées, toutes les plaines. Le béton, la lèpre du béton. C'est la lèpre. C'est la lèpre, et puis franchement, je trouve que c'est... Mais partout, hein, soit Mostaganem, les plaines par exemple de la Seybouze du côté d'Annaba, Skikda avec toute la plaine autour de Gerbez et en allant vers le oued de Zremla, ça c'est une plaine qui est très fertile. Ouais. La Mitidja, du côté... On m'a dit que même dans la plaine de Ghris, du côté de Mascara, la plaine de Sidi Blabbès... Absolument. De partout, il y a une gestion irrationnelle des sols. Nous allons faire un tour de micro pour nos autres invités. Aziz Mouatz, Aziz Mouatz, vous êtes avec nous? Oui. Alors, autour de cette question de l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Il se passe que, comme le soulignait à juste titre Cécile à l'instant,
que la paysannerie algérienne, elle a une histoire. Hein. Quand vous parliez tout à l'heure du grenier de Rome, il faut savoir que c'est très relatif. La plus grosse exportation de céréales effectuée par l'Algérie de tous les temps, c'est 800 000 quintaux, c'est moins d'1 million de quintaux. Il faut aussi revenir à l'essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, nous avions une production qui s'autosuffisait. On nourrissait normalement notre population, il n'y avait aucun souci. C'est l'avenue justement de la colonisation qui a complètement disloqué le système d'exploitation, qui a disloqué la paysannerie et qui a fait que nous sommes encore en train de penser les blessures laissées par le Senatus Consulte qui a pratiquement détruit tout le système d'exploitation au nord, au sud et surtout sur les hautes plaines. C'était des terres arges qui appartenaient à tout le monde. Et puis ils sont le venus, Senatus ils Consulte ont a donné justement... et on se retrouve... Le Senatus oui. Consulte, justement, expliquez-nous en quoi il a déstabilisé le système, particulièrement les terres arches. Simplement parce que d'abord il y avait la volonté bien évidemment de la colonisation de s'installer définitivement, c'est-à-dire en exploitant, c'était un peu l'idée du général Bugeaud, il fallait mettre des exploitants, il a ramené les soldats exploitants et puis ensuite on est passé à l'exploitation par l'installation de colons. Ça a été une énorme bêtise sur le plan agronomique. Parce qu'en arrivant ici, ils ont cru qu'ils étaient en pays tropical. Ils ont eu tout faux. En fait, ils ont appris de l'agriculture algérienne. C'est grâce à l'agriculture algérienne pratiquée par les Algériens, par les autochtones, que l'armée française a pu se maintenir et a pu mener une guerre totale d'extermination et de conquête. Sinon, sans l'apport de l'agriculture algérienne, jamais l'armée d'occupation, l'armée d'Afrique, qu'on l'appelait, n'aurait occupé les lieux. Ce qui s'est aussi passé, c'est que le Senatus Consulte de 1865, lui, il a récupéré pratiquement toutes les terres, il a introduit la notion de propriété individuelle, alors que cette notion de propriété individuelle n'existait pas en Algérie. C'était des terres qui appartenaient aux tribus, que ce soit au nord ou au sud. Les tribus venaient, elles se déplaçaient en consentement avec tout le monde, et ce système-là est passé à la propriété privée. La propriété privée, ça voulait dire qu'il fallait que les gens aient un titre de propriété, et ceux qui ne l'avaient pas, bon, on les mettait dehors. Et actuellement, on est encore sur ce système-là. L'accès à la terre a été très complexe et beaucoup d'Algériens, la plupart, la grande majorité, en ont été exclus. C'est vrai qu'il y avait quelques propriétaires fonciers qui avaient réussi à acheter aussi des terres quand la colonisation les mettait en vente. Mais ça a été, et puis après, ça a été repris en 62. Et là, c'est une question centrale, cardinale à mon avis, parce qu'on ne peut pas la fuir. Les millions d'hectares qui ont été récupérés sur les colons quand ils ont quitté précipitamment et dans une énorme cacophonie, puis dans d'énormes massacres aussi grâce à l'OAS, qui ont quitté l'Algérie. Il fallait bien que les Algériens prennent, et c'est un peu à travers tout le pays, le système d'autogestion qui est venu avant les textes, avant la promulgation des textes. Ensuite, on est passé, j'espère qu'on aura le temps de parler de ce que fut l'autogestion, ses performances et ses contre-performances, et la situation actuelle qui fait que on se pose des questions, on a l'impression qu'il y a de nouveaux colons qui viennent s'installer. Ils sont parfois indigènes et parfois, et ce qui nous fait le plus peur, étrangers. Et justement, cela fait partie d'un volet de l'émission, une émission qui se déroulera en 3 heures, que nous enregistrons en ce moment et que nous diffuserons en 3 parties. Donc nous y viendrons. Mais sinon, Aziz Mouatz, donc vous qui êtes d'accord avec Sassi Balgat pour dire toute l'importance de cette paysannerie qui alimente en fait le marché, la consommation ordinaire, on ne la voit pas pourtant cette paysannerie. Est-elle le parent pauvre de l'agriculture algérienne? Pas du tout. Pas du tout. Elle existe, elle est réelle, elle est là, et c'est elle qui produit. C'est elle. Cette année, par exemple, tout le monde peut le constater, nous avons d'énormes quantités d'agrumes qui sont sur le marché. Elles sont le fruit
Parce qu'il ne faut pas tout jeter comme ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui ont été entamées en Algérie par le pouvoir et le système actuel qui ont donné des résultats. Ce n'est pas les résultats qui étaient attendus, c'est une évidence. Mais les résultats, ils sont palpables. La production actuelle de pommes de terre, on a des difficultés parce que quelqu'un a intervenu intempestivement et sans en mesurer les conséquences. Et à chaque fois, c'est comme ça s'est fait. Mais sur les agrumes, par exemple, cette année, c'est le fruit le moins cher du marché actuellement. Alors qu'il y a 4 ou 5 ans, il coûtait 2 à 3 fois plus cher. Il était même totalement indisponible et on faisait même appel à de l'importation. Dites-nous en plus, qui est intervenu et qui a déstabilisé le marché? Le ministère de l'Agriculture, c'est évidemment. En voulant réglementer, en voulant contrôler. Oui, en voulant réglementer, on l'a fait trop vite. C'est-à-dire qu'on a cru, je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus, on a cru que le pays était déjà capable de produire de la semence de pommes de terre. Bien sûr qu'il est capable. Il y a eu des propositions. D'abord, on a un centre national du côté de Sétif, à Glal, qui a été érigé, voilà, déjà 20 ans, contre vents et marées, et qui est capable, je dis bien capable, à lui tout seul, avec les structures dont il dispose et la technologie qu'il maîtrise, de produire toute la semence algérienne. D'accord. Restez avec nous, Aziz Mouad, je continue à faire le tour de micro. Farhat Taïtali. Farhat Taïtali. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, Farhat Taïtali, toujours sur cet état des lieux. Dans les faits, les amis eux-mêmes experts agricoles ont fait quand même le tour de la situation. Moi, en ce qui me concerne, je pourrais éventuellement ajouter qu'au plan économique, surtout, il n'y a pas eu de plan préétabli d'investissement qui colle à des études précises aussi, parce que je crois qu'on a écarté les spécialistes du secteur, à ne pas confondre avec les cultivateurs ou les professionnels, mais je parle bien des spécialistes. Vous en avez quelques-uns sur le plateau. Donc, ils ont été écartés de facto de tous les programmes gouvernementaux. Évidemment, des programmes qui sont erratiques, qui ne prennent pas en compte que ce soit les données réelles du pays, les capacités réelles du pays en matière hydrique, en matière climatique, en matière de sol, et qui ne prennent pas aussi en considération la réalité du marché local. On n'a jamais eu de régulation. On se retrouve des fois avec des surproductions sur certains produits. On se demande quoi en faire. 2 mois plus tard. Mais est-il possible, Farhat Taïtali, de faire de la régulation dans un système politique qui se dit quasiment résolument, j'allais dire, il pratique du moins une économie libre, qui n'est plus donc régulable? C'est bien mal dire, quand je parle de régulation, je ne parle pas de dirigisme. La nuance est de taille. Quand même, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays libéral, c'est pratiquement la mecque du libéralisme, mais ce n'est pas la débandade. On ne peut pas pratiquement faire une comparaison entre le désordre organisé quelque part par les bureaucrates localement avec le système libéral. Ce n'est pas le libéralisme qui a ruiné l'agriculture, c'est l'intrusion des bureaucrates dans la sphère de décision en amont et en aval, mais aussi leur collusion directe avec les segments les plus négatifs de la filière, en l'occurrence on dit en tout genre, les profiteurs de subventions, les intermédiaires improvisés ou imposés par l'administration. C'est tout ça, ce n'est pas un système libéral. Si ça avait été libéral, ça aurait entraîné une double relation, celle du marché et celle d'un plan précis d'étude du marché. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec nos autres invités qui sont en train de dire que la paysannerie, la petite paysannerie est réellement la colonne vertébrale de l'agriculture en Algérie? Ben évidemment, si nous n'avons pas des ambitions que les yeux plus gros que le ventre et des ambitions qui dépassent de très loin nos moyens, la paysannerie algérienne a toujours été la colonne vertébrale non seulement de l'agriculture algérienne, mais aussi de la vie dans les zones rurales algériennes. Il ne faut pas oublier que nous avons toujours été en majorité ruraux, avant qu'il y ait eu un basculement à partir des années 70 vers une forme de citadinité qui n'est même pas urbaine. Mais sinon, c'est cette paysannerie qu'il va falloir encourager, réimplanter sur son terreau, bien sûr pas la réimplanter dans le schéma traditionnel ou le minimum vital, non, la réimplanter avec des moyens
qui permettent aux gens de vivre leur ruralité avec tout le confort qu'ils aspirent à avoir dans une fausse citadinité. Il faudrait que le paysan devienne une sorte d'exemple dans ce pays, et c'est la multitude des exploitants de la petite paysannerie qui créera ne serait-ce qu'un minimum d'autosuffisance sur certains produits. Ça ne sera jamais les gigantesques projets éphémères, ça ne sera jamais les projections fumeuses qui tiennent le temps d'un discours. Hein. Mais, Farhat Aitali, cet exode rural dont vous parlez, celui des années 70, justement, est-ce qu'il n'a pas été une hémorragie telle qu'aujourd'hui, il est devenu très difficile pour les paysans moyens de trouver de la main-d'œuvre? Et justement, cet exode rural, c'est à croire qu'il a été programmé pour une raison ou pour une autre, mais le paysan n'a pas à l'implanter chez lui ou à le pousser à rester dans son terroir par la force des choses qui m'adresse Staline en Union soviétique. Non, c'est le paysan devrait se sentir à l'aise. Moi, quand je vais dans les campagnes espagnoles, je trouve que les paysans ne changeraient pas la vie dans leur campagne pour tout l'or du monde. Ils n'iront pas à Madrid. Pour la simple raison, on y trouve tous les avantages de la vie citadine en termes matériels, en termes d'éducation, de couverture sanitaire, en termes même d'accessibilité routière, mais en même temps, on y trouve des avantages qu'on ne trouvera jamais dans une ville, y compris aussi la rentabilité du produit. Et quand ce produit n'est pas rentable, vous voyez bien que dans des pays qui sont des écoles de libéralisme, les gouvernements prennent en charge les déficits occasionnels de leurs paysans, que ce soit en termes de productivité, que ce soit en termes de rentabilité à la vente. Quand il y a une chute, le gouvernement il intervient. Le gouvernement, quand il y a une surproduction, quand il y a une sous-production, évidemment, c'est les contrebandiers qui entrent en ligne de mire pour essayer d'en tirer au maximum profit. Je reviens à chaque fois que j'étudie un problème, je retrouve toujours des interventions erratiques de la gouvernance locale dans le problème. Il n'y a pas d'autre problème. Restez avec nous, Farhat Aitali. Souane Benagila, toujours donc le même sujet de cet état des lieux. Moi, j'aimerais bien rebondir sur certaines questions, enfin certains points qui ont été évoqués par les gars là tout à l'heure. Je voudrais revenir sur les 160 hectares 160 000 160 000 hectares qui sont partis. M. Sessi-Belgat, il dit que c'était en 90. Là, ils ont fini par admettre que ce n'est pas actuellement, à l'heure qu'il est, on parle de 280 000 hectares. Et, 280 000 280 000 hectares. Oui, c'est ce qui est admis actuellement. Plus qu'un quart de million d'hectares. Exact. C'est proprement inimaginable. Non, sans compter que même s'il y a des sols, je pense que si des sols sont encore considérés comme étant non dégradés, il y a de toute façon des pertes de fertilité énormes. Je voudrais revenir aussi sur le problème de production de semences par rapport à la pomme de terre. Bon, la production de semences d'une façon générale, on ne peut pas, tout à l'heure M. Sessi-Belgat avait parlé de souveraineté alimentaire, c'est vrai que c'est l'aspect le plus, c'est fondamental, quoi, parce que c'est lié de toute façon à la souveraineté nationale. Et la production de semences, il y a un exemple qui est édifiant. En 1939, c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale, et les agriculteurs d'ici importaient de la semence de la métropole. Et donc la métropole, bon, c'est la guerre et tout, ils ont dit on vous donne plus de semences, on vous vend plus de semences, vous vous débrouillez comme vous voulez. Alors entre 39 et 46, ils ont mis au point leurs semences et ils sont mis à en vendre. En 46, ils étaient exportateurs de semences, sachant que on ne peut pas, pommes de terre ou autre, on ne peut pas accéder à la souveraineté alimentaire si on ne maîtrise pas notre production de semences. Ça, c'est tout à fait lié. Maintenant, par rapport au potentiel humain,
il faut se rappeler qu'il y a quelque temps, l'Algérie se vantait d'avoir formé une partie des cadres africains, etc., etc. Et ben, elle a formé aussi des cadres algériens en même temps. Et je ne vois pas, il n'y a pas que les cadres agronomes qui ont été mis à l'écart. Vous savez que depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 1 million de cadres qui ont quitté l'Algérie, dans tous les domaines confondus. Et donc on exporte clandestinement de l'énergie ou du savoir, alors qu'on pourrait à la limite en profiter comme en font les Cubains, etc. Alors, par rapport à la régulation du marché, moi je ne vois pas comment on peut réguler le marché à partir du moment où on n'a même pas de centrale d'achat. On ne sait pas ce qui est produit à tel endroit et à tel endroit, etc. Ce n'est pas possible. Et en plus, tout le secteur étant informel, donc on ne sait même pas quelles sont les quantités qui sont produites ici ou là-bas. Il y a aussi une chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est par rapport à la pomme de terre. Ça dénote quelque part l'absence de la connaissance de ce qui se passe ici. Alors, en fin d'année 2016, en décembre, il y a eu un discours où on a dit, bon, on va déstocker, bon, on le reprend régulièrement dans les journaux, on déstocke 10 000 quintaux, on déstocke 8 000 quintaux pour réguler le marché. Vous savez, elle est de combien notre consommation journalière? Non. Elle est de 14 000 quintaux. Au niveau national? Oui. 14 000 Alors, quand quintaux. on déstocke 8 000 quintaux, on ne part pas de stock, parce que 8 000 quintaux, ça ne fait même pas la consommation d'une journée. Et ce n'est pas avec 8 000 quintaux qu'on va réguler quoi que ce soit. D'accord. Hein. Ça dénote le manque de savoir. C'est pas possible on ne gère pas. Quand on consomme 14 000 quintaux, on consomme à peu près le double en blé quotidiennement. Donc on ne peut pas. Bon. Et quand on parle de la place de la paysannerie... Vous voulez dire que quand on déstocke un produit, généralement ça entraîne la consommation d'un autre produit à la place, de substitution? À l'époque, non. Il y avait de la pomme de terre qui aurait été soi-disant en stock et qui était censée sortir des stocks pour être mise sur le marché, oui, et pour stabiliser les prix. Parce qu'actuellement, la pomme de terre, elle est en train de regrimper, elle est en train de frôler les 100 dinars. Et donc, si on veut déstocker pour refaire descendre les prix, c'est pas avec 8 000 tonnes. C'est pas avec la production de 2 journées, vous voulez dire. Il faut beaucoup même plus. Pas une demi-journée, c'est la consommation d'une demi-journée. Je sais pas moi, c'est à la limite un père de famille, si on lui dit qu'est-ce que tu as comme stock de sucre ou je sais pas quoi, il va dire j'ai un stock d'une semaine. Un stock d'une demi-journée, il n'en parlerait pas. Oui, voilà. C'est bon. Et ça, quand c'est réfléchi à l'échelle d'un pays, c'est dangereux. Soufiane Benagil, je voudrais vous poser une question que se pose un peu tout le monde. Moi, je me rappelle qu'il y a un certain nombre d'années que les produits agricoles algériens étaient d'abord savoureux, c'était très bon, pour des conditions climatiques que nous connaissons, mais aussi et surtout qu'ils étaient très sains. C'était quasiment des produits bio. Hein, Or, on nous dit aujourd'hui que non seulement il est fait usage d'un grand nombre de produits chimiques, mais qu'en plus, cet usage n'obéit à aucune discipline, c'est vraiment dans le bricolage, ça veut dire que les gens dosent comme ils veulent, comme ils peuvent, et que c'est réellement très dangereux pour la santé. Oui. Vous avez dû, en faisant les courses, on a dû remarquer, on remarque souvent, ça arrive de voir des tomates ou des poivrons sur lesquels il y a encore les traces des produits chimiques. Alors, ce qu'on traite souvent, c'est essentiellement les légumes et surtout les légumes qui sont sous serre. Bon, sachant que la région de Biskra alimente pratiquement pour le quart la capitale, donc, et comme c'est des productions sous serre, donc c'est hyper traité.
Moi, j'ai eu à suivre 10 serres de tomates et 10 serres de poivrons, des grandes chapelles. Et je peux vous dire que, comme il n'y a aucun contrôle, donc l'arrachage et la vente ne se font pas en fonction du délai de récolte après traitement. Non, l'arrachage on récolte en fonction du prix. C'est-à-dire sur l'exploitation, si on appelle et on dit dans le marché X, le poivron il coûte tant, si ça fait une demi-heure qu'on a traité, ben on commence à enlever. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun contrôle pour ça? Il n'y a aucun contrôle. C'est la même chose, on peut le dire pour la viande aussi, surtout pour la volaille et l'aviculture. C'est hyper bombardé aux antibiotiques. Vous savez très bien que 85% des antibiotiques qui sont fabriqués dans le monde sont destinés à l'élevage. Et nous, on a gardé des protocoles d'élevage, entre autres en aviculture, qui sont importés, mais importés des années 70. Et il y a plein de produits qui ne sont plus commercialisés, et on continue à les employer comme ça. Voilà quoi. Justement, puisque vous me donnez tout naturellement de quoi faire la transition que je voulais faire, j'aimerais qu'on parle un peu, on a parlé un peu de la céréaculture, des maraîchages. Qu'en est-il des viandes, de la viande de poulet, d'élevage, de poulet de chair comme on dit? Est-ce qu'il y a une même pagaille, pas de contrôle, où des produits sont injectés, ces élevages sont traités de façon chimique sans que ce soit contrôlé? Enfin, pour le poulet, c'est à l'évidence. Hein, moi, personnellement, aujourd'hui, consommer du poulet, ça me pose un problème. Ça me pose véritablement, je me dis, bon, mais comme je ne connais pas, il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas exactement dans quelles conditions il a été produit, donc on se pose des tas de questions. Ce n'est pas contrôlé du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent dedans? À la marge. C'est-à-dire que c'est à la marge, c'est pas la réglementation au plan théorique. Oui. Au niveau des textes, il n'y a rien ça existe. Les textes sont là, exactement, c'est les mêmes, le même plat pour l'Algérie autant que pour les pays européens les plus avancés. Je dis bien les trucs en matière de santé alimentaire. Oui. Mais par contre, sur le terrain, du point de vue de la réglementation, du suivi de la réglementation, et de son applicabilité sur le terrain, il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi, c'est le... N'importe qui fait n'importe quoi Absolument, c'est des gens qui n'ont absolument... Et pour les légumes, et pour les viandes, et pour le poulet moi, je crains beaucoup plus aujourd'hui pour la viande, pour le poulet, que pour les légumes. Ça dépend qui produit. Vous avez une production... une toute petite production paysanne qui ils n'ont pas les moyens parce que les produits phytosanitaires coûtent très cher. Ça coûte très cher, donc ils n'ont pas accès à ces... donc ils font une agriculture raisonnable. Par contre, comme le disait à l'instant mon ami Mnadjia, Sofiane, sous les chapelles, moi personnellement, je ne peux pas rentrer sous une chapelle. Chapelle, c'est ce qu'on appelle les serres. Les serres, oui. voilà. Donc il y a un traitement, mais anarchique, au point où, sur une culture de tomates, ils arrivent jusqu'à faire 15 à 16 traitements dans un cycle. Ce qui est 3-4 traitements, c'est au maximum. Ils vont jusqu'à 15. À la veille de la récolte, ils font une intervention. Et pourquoi? Pour accélérer le processus, pour donner de l'esthétique? Un, pour accélérer, et deux, pour se protéger. Se protéger contre les insectes. Donc il y a tout mais il y a une insuffisance de maîtrise. Donc il n'y a pas assez de... L'agriculture est très, très insuffisamment encadrée. Quel est le risque sanitaire? Le risque sanitaire, je crois que là, il y a un travail à faire entre les épidémiologistes en médecine et puis les agronomes et se mettre ensemble pour travailler justement sur cette excroissance des maladies telles que le cancer, etc. C'est un véritable fléau de notre époque en Algérie. Là, il y a beaucoup à dire. Et pour le lait?
Quelles sont les conditions de production d'abord du lait? Il est importé, je Le crois. lait est importé. En poudre. En poudre. Est-ce qu'ils ont le droit, ici par exemple en France, il est interdit de transformer du lait en poudre en lait buvable, sauf s'il est destiné à la fabrication de yaourts, de certains fromages. Nous, on ne peut pas se le permettre. On ne peut pas se le On peut permettre. pas se D'accord. se permettre. Mais Je veux sinon, dire, pour le transformer en lait à boire, oui, si je oui, peux c'est dire, ça. C'est ça il y a, qui il y a constitue- des normes. Oui. Par exemple, l'additionnement en eau. Il y a des règles. On ne peut pas mettre l'eau qu'on veut. On n'a pas, j'ai pas une expertise là-dessus, mais me semble-t-il, quand c'est des grands groupes qui travaillent avec le secteur d'État, ils maîtrisaient quand même le process. Mais bon, parce que là, il y a une question un peu, une certaine phobie aujourd'hui qui nous prend en Algérie. On se voit déjà grand producteur de lait. L'Algérie ne sera jamais un grand producteur de lait pour des questions climatiques et de sol. Ça, il faut se mettre à l'évidence. Il faut du fourrage Il faut vert. du fourrage vert. Il y a des conditions il y a des sine qua non. Il y a des conditions. Nous allons en parler tout à l'heure, Oui, quand il y a on des abordera conditions le sur sujet. lesquelles on ne peut Oui. pas. Maintenant, par contre, on peut être leader dans un certain nombre d'autres productions. Oui, oui. Et c'est là où les pouvoirs publics. Donc Mais le lait, est-ce qu'il est vrai que l'Algérie serait le troisième oui, importateur tout à- mondial oui, oui, de lait en tout poudre? à fait, oui, tout à fait. Mondial? Oui, oui, tout à fait, tout C'est à fait. incroyable. Tout à fait. Nous sommes le. Bon, Pourtant, en termes de population, bon, nous ne d'une sommes part- pas... Oui, d'une part. Ça veut dire par tête d'habitants. Oui, par tête d'habitants. Ah, d'accord. C'est-à-dire que probablement on est. Bon, là c'est une question un peu. Il y a une amélioration du niveau de vie en Algérie, ça c'est une évidence. Il y a donc il y a beaucoup de la population qui a accès aux protéines animales et végétales. Ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. L'Algérien de 2017, c'est pas l'Algérien de 1962. Il se nourrit en quantité, je ne dis pas en qualité, en quantité nettement mieux. Donc là, c'est une. Il y a un Il y a problème. aussi des augmentations des statistiques en termes de certaines maladies, comme les Tout à fait, cancers, par exemple. tout à fait. Qui sont liés un peu Oui, aussi ils à sont ce liés. genre de Justement, consommation. c'est la deuxième. C'est maintenant où on a, c'est-à-dire que l'Algérie doit instituer une politique agricole, mais une véritable politique agricole, et pas intervenir par à-coup. Donc, il faut avoir à l'idée que nous pouvons être dans c'est-à-dire ciblés dans telle orientation, quelle culture, quelle spéculation, là où on peut être meilleur. Et par contre, aucun pays ne peut se satisfaire. Aucun pays au monde ne peut se satisfaire. C'est sûr, Donc, mais au moins autant exporter qu'importer. Oui, voilà, mais on peut être qu'il y ait leader. On peut être leader dans un certain nombre de produits méditerranéens. Oui. On a tout ce qu'il faut pour. Voilà, on a tout. C'est-à-dire que maintenant, il suffit d'abord, de faire un état des lieux, et donc là, des assises sur l'agriculture, et là, poser les problèmes, poser à plat les problèmes, éviter de trafiquer les statistiques, parce que bon, les statistiques agricoles, malheureusement, ne sont pas les statistiques réellement ce qu'il y a sur le physique, ce qu'il y a sur le terrain. Et deux, injecter le maximum de cadres, encadrer l'agriculture par des ingénieurs, des techniciens, au lieu de faire... Najila vient de nous dire Voilà. qu'il y a eu 1 million de cadres qui C'est sont une hémorragie, partis. c'est une hémorragie. Avec ça, on essaye quand même de... Aziz Mouatz, même sujet, peut-être un commentaire avant que je vous pose une question en particulier. Oui, parce que là vous avez abordé des sujets qui sont très sensibles concernant l'utilisation des pesticides. Oui. Et la fameuse agriculture biologique. Il est évident que l'Algérie n'est pas dans une autre planète. L'agriculture algérienne, elle s'est inspirée de l'agriculture américaine, de l'agriculture européenne, de l'agriculture productiviste. Oui. Et à ce titre, on a injecté plein de produits pour accompagner l'agriculteur. On a injecté des équipements, des tracteurs, des chariots à soc, des chariots à disque. C'est ça aussi le solde du développement. Oui, mais avec un tant soit peu de contrôle pour les répercussions sur la santé du consommateur.
Moi, je vais vous dire très franchement, si Jamel, moi, je n'ai rien contre les produits biologiques et je m'efforce tous les jours de ne consommer que des produits qui soient à peu près les moins nocifs possibles pour la santé des miens et pour la mienne. Et de deux, s'agissant de produire pour un pays, il y a bien évidemment des contrôles qu'on peut mettre en place, il y a des excès qu'on peut limiter. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, demander à ce que ce pays soit autosuffisant, au moins dans la plupart des produits, et en même temps leur demander aussi de produire du bio. Vous savez que, pour parler de la France, qui est notre voisine, et notre ancienne puissance coloniale. Il y a 5% d'agriculteurs qui se sont reversés dans l'agriculture biologique. Ils avaient la politique agricole commune qui a fait que l'Algérie, déjà à l'époque, elle était une puissance agronomique et agricole qui était destinée à fournir le marché européen, le marché de la métropole. Donc il y a aussi ce travers dont il faudra se tirer. Et c'est ce qui fait que dès 62, tout a été déstabilisé parce qu'on produisait uniquement, quasi exclusivement pour la métropole. Et là, on a continué, même avec les agronomes. Il faudra revenir sur l'histoire de la formation des agronomes, de la formation des techniciens et par voie de conséquence de la formation du paysan. On ne peut pas demander à l'Algérie de sortir du cadre et de dire, bon, pour une fois encore, on est les meilleurs au monde, on ne produit que biologique. Ça a été dit par des responsables qui n'avaient pas beaucoup le sens de la responsabilité. Il n'y a pas beaucoup de produits agricoles biologiques en Algérie. Il y a certaines niches sur lesquelles on peut travailler. Mais quand vous avez une multichapelle qui fait 1 hectare et qui vous produit de la tomate pratiquement 7 mois, 8 mois sur 12, il est très difficile de trouver une molécule qui s'estompe au bout d'une journée. Les molécules les plus performantes, on appelle ça le délai avant récolte, elles tiennent 3 jours. C'est les plus chères. Mais quand vous produisez de la tomate et que vous êtes en train de récolter, vous récoltez tous les jours. Comme de la courgette, quand vous récoltez, vous en récoltez tous les jours. Le cycle, il va durer 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Donc, ce n'est pas un processus qui est facile de maîtriser. Et là, c'est une autre affaire. Donc, il faut changer d'agriculture. Et là, ça prendra du temps. Ça prendra forcément du temps. Justement, Aziz Mouad, quel est le produit, qu'est-ce que nous pourrions produire en quantité et en qualité pour lequel nous aurions donc de vraies possibilités, un vrai terrain propice et que nous ne faisons pas, à votre avis? Les céréales, les maraîchages? Oui. Non, mais c'est très simple. C'est même le simple constat d'un paysan. Je vais vous dire, quand vous voulez rentrer sur le marché extérieur, et là, on nous bassine tous les ans, on a 1% d'exportation dans la production agricole. Sofiane Ben Ajila, il a des chiffres qui sont percutants. Moi, je pense qu'il faut arrêter, il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que quand on rentre dans un marché, il faut faire en sorte que vous soyez le seul. Voilà la base économique. Et c'est là la base de la réussite. Nous avons des produits pour lesquels, au moment de novembre jusqu'au mois d'avril-mai, nous sommes les seuls. Nous avons un produit pour lequel nous sommes les seuls parce que la nature a fait que c'est l'Algérie qui produit ce produit et pas un autre, c'est la Deglet Nord par exemple. Les Tunisiens avec moins d'hectares, moins de superficie, moins de paysans, mais beaucoup plus appliqués, beaucoup plus sérieux, ils exportent plus de Deglet Nord que l'Algérie. Je ne sais pas quel est le pourcentage. Il y a beaucoup de produits sur lesquels, et je refute la notion de quantité, c'est Jamel. Moi, je ne veux pas parler de quantité. Je veux mettre un produit que je vends à $5. Ou là à 5 €. Ça, c'est intéressant pour nous. Et on peut le faire, il faut exporter par des petites quantités, par avion. C'est même pas la peine de charger des navires. Je vous rappelle, Barka, il y a 2 ans, des frères, entre guillemets, arabes, qui sont venus acheter de la pomme de terre en pleine saison. Ils l'ont acheté à peu près à 30 dinars sur le marché. C'était un bon prix pour les paysans algériens. C'était l'époque où c'était encore, il y avait une grande production. L'année d'après, les mêmes sont revenus. Vous savez quel prix ils nous ont proposé ici à Mostaganem? Oui. Vous ne devinerez jamais, c'est Jamel. Ils nous ont proposé 12 dinars le kilo. Ouais, bah. Et ils l'ont fait dans une structure de la République algérienne, c'est-à-dire au niveau de la Chambre du commerce et de l'industrie qui est chargée, elle, du suivi de ces productions, de ces exportations. Ils ont proposé 12 dinars. Oui. Aziz Mouad. Nous avons perdu Aziz Mouad, nous allons essayer de le retrouver. Farhata Ali. Oui, c'est Jamal. Donc,
même question, à votre avis, qu'est-ce que nous pourrions produire Aziz Bouaj vient de nous dire un peu le produit, qu'importe la quantité, c'est qu'il faut être là où il n'y a pas d'autres concurrents. J'imagine qu'il veut parler aussi des primeurs, des fruits d'arrière-saison, de tout ce qui manque au marché. Donc, et là, vous pouvez permettre d'avoir un prix vraiment attractif, vraiment intéressant. Et à votre avis, beaucoup de gens pensent que le mieux serait de se spécialiser un peu dans la céréaliculture. Alors, cette histoire de céréaliculture pour arriver à satisfaire pratiquement les besoins actuels, vrais ou artificiellement gonflés de l'Algérie, c'est quasiment impossible. Et ça n'a jamais été atteint. Même à la fameuse époque où on était censé être le grenier de Rome, mais à l'époque coloniale. Parce que là, nous vivons un petit peu de légende aussi. Hein. À cette époque-là, la démographie méditerranéenne n'était pas, franchement parlé, la démographie actuelle. Donc les 40 millions d'Algériens, c'était globalement ce qu'il y avait dans le bassin méditerranéen et un petit peu au-delà. Mais la céréaliculture, on peut à la limite sur certains périmètres déjà irrigués essayer d'améliorer la productivité, mais peut-être qu'il faudrait même dégager certaines zones où il n'y a aucune chance d'améliorer la productivité pour d'autres cultures. Je ne pense pas que les gens qui étaient là avant nous, en l'occurrence nos ancêtres, ou même les envahisseurs qui sont passés, ne se sont pas adaptés à la nature. Tout ce qu'on a trouvé comme arbre-fruit, qui est pratiquement comme culture vivrière locale, vraiment avec des produits du terroir, était totalement adapté à la nature, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'OGM, il n'y avait pas de technique pour essayer de violer les lois de la nature. Donc, ce qui était adaptable à cette époque-là, il faudrait voir les pistes pour améliorer plus ou moins la productivité, mais rien d'autre. Et nous avons des produits sur lesquels nous avions un label à un moment donné. Aujourd'hui, nous n'avons plus de label. Le label Algérie n'existe pas. L'agriculture française vit d'un label qui est pratiquement exagéré en ce moment, mais elle vit quand même d'un label de produits du terroir. Beaucoup plus que de grosses productivités ou d'agriculture industrielle. Avant, on parlait, on parlait de Degelt Nord, bien sûr. On dit même qu'elle ne peut être récoltée nulle part ailleurs, que c'est très spécifique à la région de Tolga. Même à Biskra, ne pousse pas comme elle pousse à Tolga. On dit aussi que c'est Najet Rakhlet Jelfa, je crois. Jelfa. Et alors la troisième, le Gemh Dhahba, la fameuse semence qui aurait disparu aujourd'hui, qui aurait été mélangée à d'autres, dont on a perdu. Évidemment, dans tous les domaines, nous avons massacré nos semences avec le temps, hein, parce que je me souviens, ça ne fait pas longtemps, dans les années 70, ma propre grand-mère avait sa petite culture de semences avec des produits locaux dont on n'a jamais pu retrouver le goût de toute façon. Hein. Bon, elle ne travaillait pas à l'échelle industrielle, mais ça suffisait à la famille. De toute façon, sur une petite parcelle, un petit verger, qui était totalement bio, hein, parce qu'à l'époque, elle ne savait même pas ce qu'était un engrais. Ceci dit, si on parle de Deglet Nord, je crois qu'en ce moment, certains font des pontages là-bas, font plutôt des ponctions dans les aquifères du coin, ben, ils ne vont pas tarder à tout massacrer. Pour planter quelque chose qui n'a rien à voir avec cette oasis. Les moutons qu'on importe d'Australie, l'ancêtre, le gène de départ, le mérinos d'Algérie, mais c'est les Bnimrines, c'est les zénètes du Maghreb qui ont transporté ça en Espagne. Nous avons le cheval barbe. Je ne vois pas pourquoi les élevages équins sont devenus pratiquement des petits trucs privés. C'est vraiment quelque chose qui est devenu un luxe, alors que ce cheval, même le Mustang des États-Unis, c'est un barbe à l'origine, c'est un cheval qui est parti d'ici. Le Méhari blanc, qui est pratiquement une caractéristique locale, le caprin, le vin local, nous avons des produits du terroir sur lesquels il est difficile de nous concurrencer, à condition bien sûr qu'on n'introduise pas des gens qui viennent dénaturer le génome local et éventuellement même nous le facturer plus tard si jamais ils se débrouillent pour mettre un brevet ou quelque chose dans ce goût-là dessus. L'agriculture, je crois que c'est une question de spécialistes locaux, parce qu'ils ont un attachement à cette terre, ils ont une vision de l'avenir de cette terre qui est la leur. Ça ne peut pas être une question de bureaucrates à coquiner avec des supposés spécialistes d'ailleurs. Restez avec nous, Vrata Italie. Soufiane Ben Agila, il reste 3 minutes pour cette première partie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez
s'il y a une possibilité de retrouver un peu ces espèces, j'allais dire labellisées, qui sont propres à cette région et qui semblent avoir disparu, s'être mêlées dans la masse. Bien sûr qu'il y a, il y a moyen. Techniquement, il suffit qu'il y ait une volonté politique. Il y a un témoignage que je peux faire parce que j'ai été à un moment donné dans les intrants des produits agricoles et je connais relativement bien le circuit. Le circuit de la semence. Vous savez, il y a en 94, quand on commercialisait de la semence, toute la semence qui est... Alors, vous aviez fèves, coriandre, je sais pas moi, oignons, persil. Il y avait, je sais pas moi, au moins une quinzaine d'espèces qui étaient le produit national. C'était des semences que les agriculteurs, petits agriculteurs, amenaient et qui étaient revendues. Actuellement, pratiquement, elle n'existe plus. La semence a augmenté de prix local, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle demande la main-d'œuvre et elle n'a pas été appuyée, par exemple, dans tous les programmes de développement et tout. Au lieu de présenter des petites batteuses et d'apprendre aux gens à faire leurs propres semences à des prix beaucoup moins chers et rapides et rentables, donc ça n'a pas été, il n'y a pas eu de soutien. Sinon, techniquement, vous savez, pour un ingénieur, on dit il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de solution, et quand c'est un problème qui n'a pas de solution, donc il n'y a pas de problème. Si on ne trouve pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça nous, un ingénieur, c'est pas un chercheur. Nous, sur le terrain, on prend les acquis de la recherche et on essaye, c'est un peu comme un cuisinier, on essaye de faire les recettes les plus valables sur le terrain. Et c'est ça, quoi. Et ce qui est applicable dans un endroit ne l'est pas dans l'autre, etc., etc. Et ce qui fait de nous ne sommes pas des bases de données, mais nous sommes plutôt des bases de réflexion. Restez avec nous, Hossein Benagila, et nos autres invités. Donc, nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous allons passer à la seconde pour parler de ces gros méga projets, excusez pour le pléonasme, qui font appel à des partenariats étrangers, dont on nous dit qu'ils sont miraculeux, qu'ils vont sauver la mise, mais dont on ne nous dit pas tout.